Alors, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bon, on va continuer à faire entrer les personnes qui se connectent au fur et à mesure, mais on va peut-être commencer pour voilà, respecter les horaires et le timing qu'on s'est donné. Donc, tout d'abord, bienvenue à tous, bienvenue Lauriane. Euh, donc moi, je suis Marie-Amélie Coutancet, je suis orthophoniste donc dans les Yvelines. Et donc, on a la joie aujourd'hui d'accueillir Lauriane. Donc Lauriane qui est orthophoniste au Québec, qui est aussi formatrice passionnée et qui accompagne aussi les parents, les intervenants et les éducatrices donc là-bas au Québec, de l'autre côté de l'océan. Lauriane est aussi animatrice du podcast L'orthophonie simplement, pardon, qui a beaucoup de connexions sur ton site internet, qui rencontre un grand succès. Donc, en tout cas, voilà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir, enfin ce soir chez nous et ce midi pour toi, du coup, pour voilà, nous parler du TD, du trouble développemental du langage et nous permettre d'échanger avec toi sur cette thématique. Avant de commencer la présentation, je me permets juste deux petites voilà, remarques par rapport à la logistique. Les micros et les caméras sont coupés automatiquement parce qu'on enregistre en fait la présentation pour le replay. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation de Lauriane dans le chat. Moi, je vais relever en fait toutes vos questions et on pourra prendre le temps à la fin de la présentation de Lauriane. Voilà, je lui retransmettrai vos questions que vous aurez mises dans le chat. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, au fur et à mesure de sa présentation, vous écrivez vos questions ou vos remarques et moi, j'en serai le relais à la fin de la présentation. Donc voilà, donc pour commencer cette présentation, Lauriane, moi j'ai envie de te poser une petite question. Voilà, notre organisme de formation s'appelle Ambition Handicap. Bon, je suis moi-même formatrice donc pour Ambition Handicap et j'ai envie de te demander ce soir qu'est-ce que tu trouverais de plus ambitieux pour les enfants qui présentent des troubles, un trouble développemental du langage. Mhm. C'est une très belle question, puis j'aurais envie de répondre à ça. Ce qui serait le plus ambitieux, c'est de viser, d'avoir comme objectif d'avoir la vie qu'il souhaite, avec le travail qu'il souhaite, avec l'environnement familial qu'il souhaite, la famille qu'il souhaite. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est ambitieux de penser ça parce que oui, le trouble développemental du langage a des impacts, on va en parler beaucoup, a des impacts dans plusieurs sphères de la vie, mais c'est possible, ça arrive. Je vois des jeunes, moi j'accompagne des jeunes adolescents, des adultes, des jeunes adultes. Je suis aussi dans un regroupement ici, le regroupement TDL Québec, le langage Québec. Donc, je côtoie des adultes qui vivent avec un TDL et qui ont réussi plein de belles choses, dont à l'université, dont faire des carrières, avoir des relations épanouissantes et tout ça. Donc voilà. Fait que c'est gros, mais c'est d'avoir une vie à la hauteur de leur espérance, je dirais. Ouais, belle réponse. En tout cas, c'est une belle ambition pour tous ces enfants-là. Et puis, écoute, je te laisse la parole pour donc ta présentation sur le trouble développemental du langage. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Juste une petite seconde. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Ça va? Parfait. OK. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous ce soir, ce midi. Dans mon cas, le trouble développemental du langage, c'est un sujet qui me passionne, dont je parle beaucoup. Comme Marie-Amélie a dit, je suis québécoise et j'ai tendance à parler rapidement. Je vais faire un gros effort pour vous pour essayer de réduire mon débit puis d'être très compréhensive. Mais s'il y a quoi que ce soit, Marie-Amélie, juste l'écrire dans le chat, puis juste me faire signe ou me faire un petit signe si ça va trop vite, s'il y a des choses qui vous n'êtes pas certaines. Donc, ce que je vais faire avec vous ce soir, c'est que je vais parler justement du TDL, la définition des critères diagnostiques, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Et aussi, je vais parler beaucoup des impacts fonctionnels parce que ça fait partie
en fait, des nouveaux critères, en fait, là, de comment on va faire le diagnostic. Il va avoir inclus là-dedans les impacts fonctionnels. Puis je sais que par chez nous, quand on a commencé à mettre ça dans nos conclusions, je dis souvent encore des conclusions, là, je sais, ici au Québec, on vient juste d'avoir l'autorisation de dire diagnostic il y a de ça quelques mois. Donc, on a l'habitude de dire conclusion orthophonique. Ça se peut que j'utilise les deux termes ce soir. Je suis un petit peu encore un petit peu mélangée avec tout ça, mais bref, le diagnostic, quand on écrit les diagnostics, on doit maintenant parler d'impact fonctionnel, etc. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous présenter des outils que j'utilise puis qui sont super pour aller documenter tout ça. Puis, on va aussi parler des signes précoces du TDL parce que des fois, un jeune enfant qui a un TDL, c'est difficile de voir justement est-ce que c'est un TDL, est-ce que les difficultés vont rester, est-ce que c'est un autre trouble et tout ça. Donc, on va jaser de tout ça ensemble. Donc, la définition du TDL. On va commencer avec quelque chose de simple. Définition du TDL. Avant, c'était appelé la dysphasie, trouble primaire et persistant du langage. Je pense que c'est des termes qui sont peut-être encore même utilisés, qu'on entend encore. Mais depuis 2016-2017, il y a eu le projet Catalyse. Le projet Catalyse, en fait, ce que c'est un regroupement interdisciplinaire de plusieurs professionnels. C'est un projet qui a été fait en anglais, par exemple, mais l'objectif de ça, c'était vraiment d'avoir un consensus au niveau de la terminologie, qu'on ait vraiment une terminologie commune pour parler, pour décrire les difficultés langagières et qu'on s'entende là-dessus, c'est quoi justement les critères. Donc, tout ce que je vais vous présenter ce soir, c'est en lien vraiment avec ce projet-là, qui ont établi les critères et c'est ce qui est utilisé maintenant de façon commune pour décrire en fait les difficultés langagières ou le trouble du langage, trouble développemental du langage. Donc, le but, c'est ça, c'est aussi de mieux reconnaître les difficultés, d'avoir une meilleure identification des personnes qui vivent avec un TDL, comment est-ce qu'on les identifie. Puis en fait, on dit 2016-2017, c'est un projet qui a été fait en 2 temps. Au début, plus pour tout ce qui est comment est-ce qu'on identifie les difficultés, puis ensuite de ça, c'est quoi les terminologies comme telles qu'on va utiliser pour en parler. Donc voilà, puis dans les ressources, on va en reparler tantôt, mais je vais vous présenter des ressources à la fin, puis il y a il y a aussi des références à la fin de ma présentation auxquelles vous allez avoir accès d'ailleurs. Je n'ai pas dit, là, mais je vais vous donner accès à la présentation. Donc, il y a ces articles-là là, qui présentent toutes ces ressources-là, mais moi, je vous fais une petite synthèse de ce soir là, pour que ça soit plus facile et plus digeste. On va dire ça comme ça. Donc, en fait, trouble développemental du langage, un trouble neurodéveloppemental, donc qui affecte de façon persistante l'acquisition, fait que l'acquisition et l'utilisation du langage dans diverses modalités. Donc, on va parler, entre autres, de la modalité orale et de la modalité écrite. Donc, ça se manifeste dans les deux modalités, les difficultés langagières. Je vais revenir plus en détail sur les critères, là, mais en gros, là, si on veut une grosse terminologie, ça serait ça. Puis, une des premières choses, c'est que ce n'est pas causé par une faible exposition à la langue. Donc, ça, c'est vraiment la base. Un trouble développemental du langage, c'est présent dans toutes les langues. Par exemple, chez une personne qui est multilingue, ça va être présent dans toutes les langues et ce n'est pas causé par, justement, par une faible exposition. Donc, il faut que l'exposition à la langue soit suffisante pour que l'enfant puisse avoir développé son langage. OK? Puis, dans comment on va vérifier ça, c'est qu'on va vérifier, en fait, si les difficultés langagières sont présentes dans toutes les langues. Je vais en reparler un petit peu tantôt dans notre arbre d'analyse. Sinon, si je vais tout de suite avec les critères d'inclusion, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est inclus dans un TDL? Quand est-ce qu'on peut parler d'un TDL? Donc, comme j'ai dit tantôt, les difficultés langagières doivent être persistantes dans le temps. Ça veut dire que les difficultés, on a dit, si c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est là de la naissance pour le reste de la vie. Donc, on doit pouvoir démontrer ou montrer ou savoir que les difficultés langagières, elles sont là et elles vont durer dans le temps. Je vais reparler aussi un petit peu de ça tantôt quand on parlait des enfants plus jeunes puis comment est-ce qu'on les identifie, mais ça doit persister dans le temps. Fait que ça, c'est un des critères importants. Sinon, les difficultés, une des choses nouvelles, en fait, là, qu'on a vu avec Catalyse, c'est que les difficultés doivent interférer de manière significative avec le fonctionnement de la personne. Donc, ce n'est pas juste de mesurer avec des tests formels les écarts. Pour pouvoir mettre un diagnostic de TDL, il faut qu'il y ait un impact significatif et persistant dans la vie de la personne. Donc, ça, c'est hyper important et c'est pour ça que je vais vous parler beaucoup des impacts fonctionnels. Donc, maintenant, on va voir, oui, par exemple, les résultats, par exemple, en nos tâches standardisées, les capacités langagières, comment la personne arrive à communiquer, à s'exprimer, à comprendre, mais surtout, c'est quoi les impacts dans sa vie, dans son quotidien. Fait que ça, c'est un des points hyper importants qui est maintenant présent dans les diagnostics, qui est un critère diagnostique, en fait, et qu'on doit mettre dans
dans nos diagnostics selon les recommandations. Ensuite de ça, le déficit de langage peut toucher plusieurs sphères. Un ou plusieurs aspects du langage, une ou plusieurs sphères du langage. Donc, ça peut être à la fois réceptif, expressif, mais ça peut être une seule sphère du langage qui est atteinte, comme ça peut être plusieurs sphères du langage qui est atteinte. OK? Donc, ça aussi, c'est important. Fait que les profils sont très, très différents selon les personnes. Il n'y a pas un TDL qui est pareil. Qui est pareil. Il y a des profils similaires, mais il n'y a pas un TDL qui est pareil. Donc, ça, c'est un des points importants aussi. Sinon, encore dans les critères d'inclusion ici, c'est un critère d'inclusion-exclusion, mais ça ne doit pas être expliqué par une condition biomédicale autre. OK? Puis là, je vais faire la liste des conditions biomédicales, qu'est-ce qui est exclu du critère diagnostique du TDL, mais ça ne doit pas être lié à une condition biomédicale autre. On va le voir là après. Ça peut coexister avec d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc, on peut avoir un diagnostic de TDL avec d'autres troubles, par exemple un trouble d'attention, un TDAH, un trouble du développement de la coordination, comme une dyspraxie motrice, là, un TAC, un trouble d'apprentissage, fait que tous les troubles d'apprentissage en lecture, en écriture, en mathématiques, par exemple, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Les troubles peuvent coexister. Donc, on peut avoir une conclusion de TDL plus un trouble d'apprentissage. Okay, ça, c'est quelque chose qui est possible dans les critères d'inclusion. Sinon, fait une faiblesse, ça, c'est aussi un autre point qu'on avait tendance à utiliser avant, peut-être dans les diagnostics, mais une faiblesse des habiletés non verbales, ça ne va pas exclure un TDL. OK? Dans le sens où, avant, souvent, on pouvait voir un peu de dire, OK, bien, si l'enfant, il y a un gros écart, là, par exemple, si on faisait les tests cognitifs et tout ça, il y a un gros écart entre le verbal et le non-verbal, bien là, c'est un signe peut-être qu'il y a une difficulté langagière. OK? Ça peut être un signe, mais si le non-verbal est faible aussi, ce n'est pas un critère d'exclusion. OK? Fait qu'un enfant pourrait avoir des habiletés non verbales qui sont faibles et quand même, malgré tout, avoir une conclusion de TDL. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on atteigne les critères pour une déficience intellectuelle. Fait que dans l'évaluation cognitive, si les habiletés langagières non verbales, les habiletés non verbales sont faibles, mais qu'on n'est pas en présence d'une déficience intellectuelle, on n'a pas le critère de déficience intellectuelle, à ce moment-là, on peut quand même avoir une définition de trouble développemental du langage. Okay? Fait que c'est pas. Les deux peuvent cohabiter. Un enfant peut avoir des difficultés non-verbales faibles et avoir quand même un TD. Donc, ça, dans nos critères d'inclusion. Dans le terme d'exclusion, on va un petit peu à l'inverse ici. Maintenant, dans les critères d'exclusion, dans le fond, un des critères principaux d'exclusion, ça va être quand, justement, il y a une condition biomédicale. J'ai dit tantôt, les conditions biomédicales, c'est assez large, mais qui vont exclure un TDL. Dans le cas, on ne peut pas dire que l'enfant a un TDL, c'est quand il y a une atteinte sensorielle. Okay? Donc, une surdité importante, ça peut être une des choses. Un enfant, c'est une surdité importante, on ne pourra pas dire qu'il y a un TDL. Sinon, une atteinte neurologique acquise, ça veut dire un traumatisme crânien, s'il y a comme si on va dire une aphasie, là, même si un enfant, s'il y a par exemple un accident, quelque chose s'est passé avec son cerveau et qu'il y a des difficultés langagières associées, on ne pourra pas dire que c'est un TDL. Un syndrome génétique, par exemple un syndrome de Down, un autre ou tout autre syndrome génétique. Je ne l'ai pas mis ici, là, mais un trouble de développement, un trouble global du développement, retard global de développement. Tant que le retard global de développement n'est pas exclu ou qu'on n'a pas trouvé exactement, on ne va pas mettre une conclusion de TDL non plus. Un trouble dans le spectre de l'autisme, aussi, c'est un critère d'exclusion pour le TDL, une déficience intellectuelle. OK. Fait que c'est des critères d'exclusion pour le trouble développemental du langage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trouble de langage. OK? Fait que dans le consensus en ce moment ou dans cette analyse-là, il y a deux choses. Il y a un trouble du langage, on va appeler, qui existe. Fait qu'un jeune pourrait avoir un TSA avec des défis langagiers. Un jeune pourrait avoir une déficience intellectuelle avec des défis langagiers. Mais à ce moment-là, le diagnostic ne sera pas TDL. Ça va être une formulation qui va être un trouble du langage associé à. Donc, l'enfant présente un trouble du langage associé à un trouble dans le spectre de l'autisme. Donc, ce n'est pas un trouble développemental du langage, c'est un trouble du langage associé à une autre condition quelconque. OK? Donc, ça, c'est une des choses, un des points qui est important, je vous dirais, dans cette analyse-là. Puis là, je vais vous présenter un arbre décisionnel. En fait, je vais juste le remettre sur cet écran-là. Là, vous allez voir, c'est moi qui l'ai traduit parce que je l'utilise pour expliquer.
à des gens. Fait que je vais juste me mettre ça comme ça. Fait que dans le fond, cet arbre décisionnel-là, il est aussi justement dans les articles, dans un des articles que je vais vous envoyer, que vous allez avoir là, dans les références. C'est en fait une traduction justement d'un des arbres décisionnels qui était justement dans le processus de catalyse, là, dans le projet Catalyse. Fait que moi, je l'ai juste traduit et mis à mes couleurs parce que je l'utilise beaucoup quand je parle du TDL. Mais en gros, en fait, c'est comme un processus décisionnel de dire, OK, quand l'enfant a des difficultés, des difficultés au niveau de son langage, l'expression ou la compréhension qui affectent son fonctionnement. Est-ce qu'il y a des difficultés qui affectent son fonctionnement? Fait que sinon, bien, clairement, on n'est pas dans une hypothèse de trouble développemental du langage. Mais s'il y a des difficultés qui affectent son quotidien, que ce soit l'expression, la compréhension, après ça, est-ce que l'enfant est familier avec la langue? Tantôt, je vous disais, une faible exposition ne peut pas expliquer un TDA. Donc, est-ce que l'enfant est familier avec la langue? S'il n'est pas familier avec la langue, est-ce que l'enfant est compétent dans une autre langue? S'il est compétent dans une autre langue, à ce moment-là, on ne peut pas poser une hypothèse ou penser qu'il présente un TDL parce que ça sera probablement lié à une faible exposition et non un trouble de langage. Si l'enfant, par exemple, il n'est pas compétent dans l'autre langue, là, on va poursuivre parce qu'on va aller voir dans cette langue-là, dans sa langue maternelle, par exemple, mais ça pourrait être un enfant qui a des difficultés. Fait que toujours voir dans la langue maternelle, est-ce qu'il y a des défis ou non. Fait que ça, c'est une des choses. Ensuite de ça, est-ce que les difficultés persistent dans le temps? Est-ce que c'est des difficultés qu'on remarque et malgré le fait qu'on va soutenir, qu'on va stimuler, que l'enfant est exposé à la langue de façon adéquate, qu'il y a encore des difficultés qui restent? Si les difficultés persistent dans le temps, on poursuit. Fait que là, on pourrait avoir une hypothèse de trouble développemental du langage. Puis ici, dans le fond, le dernier critère, c'est vraiment les critères d'exclusion dont je vous parlais. Est-ce que les difficultés langagières sont associées à une condition biomédicale ou pas? Fait que si ce n'est pas associé à une condition biomédicale, bien à ce moment-là, puis qu'on a fait notre analyse, nos tests, nos impacts fonctionnels, là, que tous les critères sont rejoints, bien, à ce moment-là, on pourrait conclure un trouble développemental du langage. Et si non, si c'est associé à une condition médicale autre, en fait, si la réponse est oui, un trouble dans le spectre de l'autisme, il pourrait avoir, une déficience intellectuelle ou autre chose, à ce moment-là, ça serait un trouble de langage associé à la condition, puis on va nommer la condition. Fait que ça, c'est juste un petit arbre, puis ça vient vraiment du projet de recherche puis des articles qui découlent de ce projet-là. Fait que ça peut aider à un peu, c'est un peu une façon d'imager comment est-ce qu'on va faire notre raisonnement, notre réflexion pour arriver à la conclusion, voir si on peut le mettre ou pas. Fait que ça. Donc, ça, pour mon petit arbre décisionnel. OK. Ensuite de ça. Fait que le TDL, selon les récentes études ou les chiffres qu'on a les plus récents, ça touche à peu près 7,5 % de la population. Donc, 7,5 % de la population, c'est énorme. C'est une grosse proportion. Souvent, quand je parle du TDL, je dis que c'est plus élevé. Le pourcentage, c'est plus élevé que l'autisme. Pourtant, on en parle beaucoup moins. C'est quelque chose qui est moins connu. Peut-être dans notre monde à nous, oui, parce qu'on est plus familier, mais dans la population générale, c'est quelque chose qui est encore méconnu et surtout le terme TDL, trouble développemental du langage, ce n'est pas un terme qui est encore beaucoup connu, utilisé. Quand les gens utilisent ce terme-là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi ça réfère, qu'est-ce que c'est en fait les difficultés d'un TDL. Fait que ça passe souvent inaperçu et ça dans plusieurs contextes, tant dans les milieux dans les centres de la petite enfance ou dans tout ce qui est les milieux de garde, les milieux scolaires. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Donc ça, attends, je remets mes petites notes que j'ai perdues en partageant ça. Puis en fait, une des choses que je dis souvent par rapport à ça aussi, c'est que comme ça passe souvent inaperçu, comme c'est pas si connu que ça arrive quand même souvent que le TDL est identifié tard dans la vie des personnes qui vivent avec un TDL. Donc, moi, dans ma pratique clinique, c'est vraiment fréquent que je mette des diagnostics de TDL chez des adolescents et même des jeunes adultes qui étudient, ici on dit au cégep, là, mais après le secondaire, après le lycée, par chez vous. Fait que cet âge-là là, de 17, 18 ans, 19 ans, juste avant l'université, c'est quand même assez fréquent que je mette des diagnostics de TDL, des jeunes qui ont réussi pendant tout ce temps-là à s'en sortir avec d'autres belles forces, d'autres belles stratégies, mais qui arrivent à un moment où ils n'arrivent plus à compenser, surtout sur le plan scolaire académique. Donc ça. Puis souvent aussi, le TDL va être confondu avec la personnalité. Des fois, on va dire, par exemple, je ne sais pas, de dire par exemple, non, mais c'est un enfant qui est super introverti, il est gêné, c'est pas un enfant qui aime ça parler beaucoup, alors que derrière ça, derrière
cette apparence-là, il y a une difficulté langagière qui fait en sorte que non, l'enfant ou le jeune adolescent n'a pas nécessairement envie de parler beaucoup, ne va pas prendre de place dans l'échange, tout ça, mais c'est relié à des difficultés langagières qui sont un peu passées sous le radar pendant longtemps. Donc, ça arrive encore malheureusement très souvent. Donc, ça. OK, sinon, ici, diagnostic différentiel. Fait que dans le fond, je t'ai dit tantôt que le TDL pouvait pas, on ne peut pas mettre un diagnostic de TDL avec un TSA. Fait qu'en fait, chez les enfants qui sont plus jeunes, surtout chez les enfants qui vont présenter des atteintes qui sont réceptives puis des atteintes qui sont plus sévères. Donc, un jeune coco qui a des difficultés langagières au niveau de la compréhension qui sont assez sévères, il peut avoir en fait des ressemblances avec un enfant qui présenterait un TSA, par exemple en bas âge. Je dirais que c'est peut-être moins évident de le savoir quand les enfants sont plus petits, mais dans le fond, dans ce qu'on a dans la littérature, puis dans ce qu'on a comme connaissance, en fait, il y a quand même des éléments à observer qui peuvent nous aider, en fait, à un peu diagnostiquer, à savoir un peu vers où on s'en va ou avoir des signes, des indices pour nous aider. Fait entre autres, je dirais que pour les enfants TDL, ça, c'est des choses qu'on retrouve chez des enfants TDL, par exemple, et qui seraient peut-être moins là chez des enfants qui présentent un TSA. C'est ça, sous toute réserve, mais c'est des pistes, okay, on va dire ça comme ça. Fait que dans le fond, un enfant TDL va avoir quand même un intérêt pour l'interaction. Fait que son intérêt pour l'interaction est très présent. C'est un enfant qui va vouloir interagir, communiquer, qui va vouloir, par exemple, jouer avec les personnes, jouer avec l'adulte, les inclure dans son jeu. Il va montrer, par exemple, il va avoir des intentions de communication qui sont présentes et qui sont quand même variées. C'est-à-dire que malgré les difficultés, par exemple, de compréhension, c'est des enfants qui vont vouloir, ils vont avoir tendance à pointer, à montrer des choses, à tendre les objets dans le but d'avoir une interaction avec la personne avec qui ils sont et pas nécessairement juste dans le but de faire une demande, par exemple, mais vraiment d'inclure quelqu'un dans leur jeu, d'être en communication, en interaction, en échange. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être présent chez les TDL, même quand ils ont des grands défis, par exemple, au niveau de la compréhension ou de l'expression. Tout ce qui est les gestes sociaux aussi vont être préservés. Donc, justement, comme je dis, un peu pointer, faire les salutations, faire de l'imitation, c'est ça, de gestes, des bonjours, des bye-bye, des choses comme ça. Fait que ça, tous ces gestes-là vont être préservés chez nos petits cocos TDL. Puis, pour des enfants peut-être un petit peu plus grands ou qui commencent plus à s'exprimer, à communiquer, bien oui, nos jeunes TDL vont avoir des difficultés, entre autres, dans l'organisation de leur discours, dans maintenir la communication. Des fois, au niveau social, il y a des défis aussi. Hein, le langage, ça inclut tout ce qui est la pragmatique aussi. Fait qu'un jeune qui a un TDL pourrait avoir des difficultés au niveau de l'utilisation du langage, au niveau de la pragmatique du langage, mais ils vont... Dans le fond, leur intention de communication ou leur intention, leur adaptation au contexte vont être souvent mieux préservées. Fait que oui, ils vont avoir des difficultés à s'organiser, ils ne vont pas nécessairement maintenir le sujet, ils ne vont pas nécessairement bien situer le contexte, mais leur intention sociale de communication va être préservée. Fait que ça, c'est des petits indices, des petites choses qu'on peut essayer, qu'on peut remarquer qui peuvent nous aider peut-être à faire une distinction entre les deux quand les profils là, sont, quand les enfants ont des profils de difficultés plus sévères au niveau de la compréhension. Donc, ça ici. Sinon, attendez, là, je l'ai refait, celle-là. Je vais vous le mettre comme ça. L'autre chose, le TDL versus des difficultés langagières. Donc, une des affaires aussi dont on a parlé beaucoup avec ce projet-là, avec Catalyse, puis les révisions des diagnostics, des critères et tout ça, c'est les difficultés langagières versus le trouble développemental du langage. Puis, la notion de difficulté langagière versus retard de langage, parce que le retard de langage, c'est une terminologie qu'on tend à ne plus utiliser parce que le raisonnement derrière ça, c'est de dire que quand on dit qu'un enfant, par exemple, présente un retard de langage, c'est quelque chose on ne sait pas si c'est un retard ou un trouble. Fait que quand on dit qu'un enfant présente un retard de langage, c'est comme si on va prendre pour acquis que ça va se résorber, qu'éventuellement, il n'y aura plus de retard dans son langage, alors que dans les faits, on ne le sait pas. On ne sait pas si au moment où on voit l'enfant, il y a vraiment un délai dans l'émergence de son langage, par exemple,
ou si c'est un trouble de langage, puis on n'a pas encore atteint les critères diagnostiques pour poser un diagnostic de TDL. Donc, dans les terminologies, en tout cas, ici, en ce moment, retard de langage, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. OK, donc dans les conclusions, dans les rapports, tout ça, on ne va pas mettre un retard de langage, on va mettre des difficultés langagères. Donc, si un enfant est jeune et qu'on n'est pas certain encore, on n'a pas tous les critères dans notre petit arbre décisionnel, on ne sait pas exactement, on va dire l'enfant présente des difficultés langagières et on va expliquer c'est quoi les difficultés langagières qu'il présente. On va qualifier, on va décrire. Puis dans le cas où on pense que un des diagnostics qui existent encore, là, que j'ai comme pas mis ici, mais c'est une hypothèse de trouble développemental du langage. Donc, si on est à peu près certain, c'est un enfant qui a des grandes difficultés, puis là, je vais vous mettre un petit peu justement le pronostic un petit peu, là, mais si on voit que c'est un enfant qui a des grandes difficultés, puis mettons qu'on est pas mal certain qu'on s'en va vers un trouble développemental du langage, mais on n'est pas encore, c'est pas encore nécessairement persistant parce que ça ne fait pas nécessairement longtemps que cet enfant-là est suivi, il n'y a pas nécessairement eu d'aide, ou il y a d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que, justement, je ne sais pas, on a besoin de voir si d'exclure les autres conditions, par exemple. On n'est pas certain encore, on pourrait mettre une hypothèse de trouble développemental du langage. OK? Donc, ça. Puis en fait, comment est-ce qu'on sait, pourquoi ils sont venus aussi à ça, c'est qu'il y a le principe des late talkers, là, les enfants qui parlent plus tardivement. Puis en fait, les enfants qui parlent tardivement, je vais les appeler comme ça, c'est des enfants qui ont un vocabulaire, par exemple, expressif, qui est en dessous de 50 mots à 2 ans. Ça aussi, vous allez le voir dans les articles ou les choses si vous voulez aller plus loin, là, mais un enfant qui parle tard, c'est un enfant qui a son vocabulaire expressif est de moins de 50 mots à 2 ans. OK? Ça, c'est une des choses. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que ces enfants-là, selon encore une fois les recherches, les études, il y a de 50 à 75 de ces enfants-là qui vont avoir ce qu'on appelle une récupération spontanée, donc qui vont finalement ne plus présenter de difficultés langagières avec le temps. Et ça, même si on ne fait pas grand-chose, entre guillemets, là, il n'y a pas d'intervention spécifique ou quoi que ce soit. C'est juste une acquisition plus tardive du langage. Donc, ça arrive souvent. Fait qu'un petit enfant jeune qui ne parle pas beaucoup, par exemple, que son langage émerge plus tardivement, pour savoir ou en fait pour avoir une idée ou si les difficultés vont rester ou pas, en fait, c'est quoi le pronostic? Une des choses. Fait que encore une fois, dans les projets, dans les études, ce qu'on sait, c'est que s'il y a une atteinte réceptive, dans le fond, il y a beaucoup plus, le pronostic est plus faible. Là, je l'ai mis en pronostic plus faible. Donc, pronostic plus faible, ça veut dire qu'il y a moins de chances de récupération spontanée, donc plus de chances qu'on ait vers un TDL, un trouble développemental du langage. OK? Donc, les jeunes qui ont des atteintes au niveau réceptif, donc les atteintes de la compréhension, sont plus à risque, mais il y a beaucoup plus de chances que ça soit un TDL que des difficultés langagières qui sont plus passagères qui vont se résorber. OK? Fait atteinte réceptive, c'est un des marqueurs principaux, OK, versus une atteinte expressive. Puis, ça vous est peut-être arrivé aussi dans votre pratique pour tout orthophoniste, mais de voir un enfant, par exemple, c'est assez typique qu'on voit des enfants, par exemple, qui ont des défis au niveau de la phonologie, puis par exemple au niveau, je ne sais pas, de la morphosyntaxe, de la structure de phrase, puis des enfants qu'on va stimuler, on va cibler un petit peu, puis là, ça va bien se passer, puis après ça, ils n'auront plus du tout de difficultés après un certain moment. OK? Nos enfants qui ont des atteintes au niveau de la compréhension, il y a plus de chances que ça reste. Okay? Puis en tout cas, moi, je le vois dans ma pratique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez aussi dans votre pratique, mais il y a un peu ça, puis c'est prouvé dans les études. L'autre chose, c'est aussi par rapport au nombre de sphères. Donc, plus il y a de sphères de langage qui sont touchées, plus il y a de chances que ça soit un TDL, donc des difficultés qui vont rester dans le temps. Encore une fois, un coco qui a juste des atteintes, puis on pourra reparler un peu de ça, peut-être, ça va venir dans les questions, mais des atteintes plus phono, morpho, tout ça. C'est sûr que versus un enfant qui a des difficultés de compréhension, il y a un vocabulaire faible, sa pragmatique est plus difficile, puis il y a des erreurs phono là-dessus, il y a plus de chances que ça reste dans le temps. OK? Sinon, pour les plus petits, tout ce qui est les difficultés d'attention conjointe, c'est un des prédicteurs, un des marqueurs de pronostic plus faible, des enfants qui ont des difficultés d'attention conjointe. Puis aussi, oui, c'est ça, je ne l'ai pas mis ici, là, mais tout ce qui est aussi l'imitation. Des enfants qui ne vont pas faire beaucoup d'imitation aussi, ça fait partie d'un des prédicteurs peut-être de difficultés qui vont être persistantes. Et évidemment, les antécédents familiaux de troubles de langage, parce que
Parce qu'en fait, c'est un trouble neurodéveloppemental et donc, oui, il y a des composantes héréditaires génétiques dans tout ça. Donc, si dans la famille, il y a d'autres personnes qui présentent des difficultés langagières, il y a quand même beaucoup plus de chances que les difficultés restent et qu'on soit plus dans un profil de trouble développemental du langage à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà pour ça. Sinon, je vais juste boire une petite gorgée d'eau avant d'heure. OK. Comme ça. Sinon, je vous disais tantôt que la comorbidité, elle est quand même assez élevée. Donc, il y a plusieurs, on peut retrouver, ce n'est pas un critère d'exclusion, donc on peut avoir plusieurs troubles, un TDL et d'autres troubles. Et le niveau de comorbidité, il est élevé. Donc, encore une fois, ça varie un petit peu selon les études et les recherches, mais entre 40 et 60 des jeunes qui ont un TDL, ça c'est un TDL plus autre chose. Un TDL, 40 à 60 qui ont un trouble d'acquisition de la coordination. Donc, tout ce qui est vraiment au niveau moteur, dyspraxie motrice, qu'on appelait avant. Je ne sais pas si par chez vous, on est rendu, on est encore à dyspraxie motrice ou pas? Je ne sais pas. Ah oui, vous me direz. C'est pas grave. Et oui, on parle trouble d'acquisition des coordinations, nous aussi maintenant. Ouais. OK, parfait. C'est bon. Good. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a quand même 40 à 60 des jeunes qui ont les deux. TDAH ou TDAH, environ 50 des jeunes qui ont à la fois un TDL et des difficultés attentionnelles. Puis au niveau des troubles d'apprentissage, on est aussi à peu près à 50 troubles d'apprentissage en mathématiques, en lecture, en écriture, donc à peu près à 50 Puis l'autre chose aussi qu'on voit de plus en plus et qui est aussi de plus en plus documentée, c'est toutes les difficultés aussi au niveau des fonctions exécutives. Donc, les jeunes qui ont TDL, ils ont aussi des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Donc, l'attention soutenue, entre autres, qui est souvent affectée, tout ce qui est l'inhibition, la mémoire de travail verbal, donc tout ça aussi est affecté. Fait que quand on voit un enfant, il y a, oui, probablement, il y a son TDL plus tout le reste et tous les impacts des autres troubles dans sa vie et tout ce que ça l'implique sur son profil, ses capacités. Donc, c'est sûr que la compréhension va être affectée par l'attention et vice-versa. Donc, tout ça est comme ensemble. Donc, c'est très rare qu'on a un profil, on dit un profil pur, là, mais un enfant qui a juste un TDL, puis qu'on peut aller vraiment voir exclusivement juste son langage. Il y a quand même toujours plein de choses qui viennent jouer dans le portrait. Donc, voilà. Puis, tu sais, selon, ce qu'on voit aussi des fois, c'est que selon les défis qui sont les plus marqués, tu sais, par exemple, un jeune enfant pourrait avoir un TDL qui a des impacts moins sévères dans son quotidien parce que, par exemple, il va être capable de compenser, il va utiliser des stratégies ou il arrive à se faire comprendre d'une certaine façon, à communiquer, à se faire comprendre ses besoins, mais ses difficultés au niveau motrice sont plus sévères ou sont très impactantes. Bien, c'est probablement ça qu'on va voir en premier comme difficulté. Puis parfois, quand on a ça, quand on a d'autres défis qui sont là, bien, les difficultés langagières, elles sont présentes, mais elles passent un petit peu plus sous le radar. Et donc, ça se peut qu'on les voit plus tard, justement, quand peut-être les difficultés au niveau motrice vont être plus faciles ou mieux comprises. On va dire, ah, oups, il y a aussi tel aspect. Donc, des fois, c'est un peu variable à quel moment est-ce qu'on va remarquer les difficultés ou à quel moment est-ce que c'est quelque chose qui va être le plus saillant puis on va aller creuser un petit peu là-dessus. Donc, OK. OK. Ici, bon, je ne l'apprends rien. Le langage, c'est complexe. Il y a plusieurs aspects au niveau du langage, donc les sons, le vocabulaire, la compréhension, la pragmatique, tout ça, plus, comme je disais, tous les autres défis qui sont présents en comorbidité, ce qui fait en sorte que les profils des personnes qui vivent avec un TDL sont très, très variables. Ça va dépendre des sphères qui sont atteintes, mais aussi de toutes les autres atteintes et défis et difficultés que vit cette personne-là. Fait qu'il y a des personnes qui vont avoir des difficultés au niveau de la compréhension de l'expression, d'autres juste au niveau de la sphère expressive, mais certaines sphères en particulier. Il y en a que ça pourrait être principalement le vocabulaire, grand défi avec tout ce qui est le vocabulaire autant réceptif, expressif. Fait que tout ça, les profils sont très, très variés. Et de là, l'importance d'aller documenter les impacts fonctionnels. OK? Donc, les impacts fonctionnels, j'ai dit tantôt, ça fait partie des critères d'inclusion. Il doit avoir un impact fonctionnel. Le trouble de langage doit
avoir un impact dans la vie de la personne. Fait que, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est que maintenant, on ne va pas nécessairement qualifier la sévérité du TDL. On ne va pas dire un TDL sévère sur le plan expressif puis modéré sur le plan réceptif. Nous, on faisait ça quand moi j'ai gradué. On était beaucoup là-dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va qualifier, on peut mettre un niveau de sévérité sur les impacts fonctionnels ou même une liste des impacts fonctionnels pour montrer la sévérité du trouble ou la sévérité, en fait, de ce que le trouble fait dans la vie de la personne. C'est ça. Fait que ça peut varier. Puis, comme je disais, ça peut être le langage, mais ça peut être des facteurs aussi personnels, des facteurs environnementaux, ça peut être aussi en lien avec les habiletés sociales, ça peut être des facteurs au niveau comportementaux. Donc, il y a vraiment plein de facteurs qui viennent jouer sur les impacts fonctionnels, mais c'est ça aussi qu'on veut documenter. OK? Donc, ça doit être intégré dans notre processus d'évaluation. OK? Ça doit être ajouté dans le rapport d'évaluation après le diagnostic, les impacts fonctionnels. Puis, comme je disais, on peut mettre un niveau de sévérité sur les impacts fonctionnels. Fait que je vais vous donner un exemple de conclusion de diagnostic après. Comment est-ce qu'on peut documenter les impacts? Puis ça, c'est des outils, dont un outil que je vais vous partager après. Fait qu'il y a deux choses qu'on utilise qui sont très utilisées ici. Fait que le CLIF qui est un outil d'observation. En fait, c'est deux outils pour observer et documenter les impacts fonctionnels qu'on peut utiliser soit auprès, en fait, qu'on va remettre au client. Fait que ça peut être le parent qui le complète, ça peut être le milieu de garde, ça peut être l'école, ça peut être pour le OSIF, en fait, il y a même tous les adultes, en fait. Bon, je reprends. Le CLIF, c'est de 3 ans à 12 ans. Ça a été développé par une équipe de recherche qui était sous la direction de Chantal Desmarais à l'Université Laval, ici au Québec. C'est vraiment des questionnaires à cocher. Sont gratuits, sont accessibles gratuitement. Puis la personne peut cocher, donner des exemples, etc. Fait que ça nous permet vraiment de voir dans la vie de tous les jours de cette personne-là comment le TDL a des impacts. Okay? Fait qu'on peut aller regarder ça. Puis l'OSIF, c'est un peu le même principe. Il vient juste d'être mis à jour. C'est une orthophoniste québécoise qui s'appelle Audrey Fortin qui a créé cet outil-là. C'est un outil qui est un peu plus, je dirais, automatisé, dans le sens, il y a un tableau, quand on coche, il y a des couleurs qui sont associées, que nous, on peut voir. Ça fait un diagramme à la fin qui est compilé. Fait que c'est quand même très chouette et très pratique d'un point de vue clinique. Moi, c'est celui-là que j'utilise dans ma pratique parce que je le trouve plus pratico-pratique. Je vois mon tableau, je peux le mettre à mon dossier et tout ça. Par contre, celui-là n'est pas gratuit, mais ça coûte pas très cher, puis c'est disponible en ligne. Fait que c'est quelque chose qui est disponible aussi, mais ça permet vraiment de documenter les impacts. OK? Fait que d'avoir une vision autre que la nôtre, nos tests, nos tâches standardisées pour aller voir comment ça impacte la vie dans le quotidien. Fait que dans le fond, l'objectif de ces outils-là, c'est de documenter, oui, les impacts dans les activités de communication. Donc, tout ce qui est la communication. Fait que est-ce qu'on arrive à poser une question? Est-ce qu'on arrive à suivre une conversation, participer aux conversations, raconter quelque chose, expliquer, etc. Sinon, tout ce qui est la participation sociale. Est-ce que les difficultés langagières ont un impact sur les interactions sociales, sur les réseaux, les amis, les relations, etc. Et aussi tout ce qui est, bon, plus les compétences fonctionnelles, donc l'autonomie, la compréhension de consignes, pour même les plus vieux, la compréhension de questionnaires, la compréhension de formulaires, mettons, administratifs. Fait que quand je vous disais l'OSIF, ça va jusqu'à l'âge adulte. Là, il y a une version à l'âge adulte, il y a une version aussi qui va regarder les impacts au travail, par exemple, pour la personne qui vit avec un TDL. Donc, c'est ça qu'on vise à aller voir avec tout ça. Puis en fait, j'ai mis un peu des exemples ici d'impact fonctionnel qu'on pourrait voir ou qu'on pourrait écrire même dans une conclusion. Fait que, par exemple, les habiletés langagières limitent sa participation aux activités collectives en classe. Donc, il ne va pas participer. Puis là, bon, c'est bien dit. Moi, des fois, je vais plus simplement, genre, il ne peut pas, l'enfant, ses habiletés langagières ne lui permettent pas de participer à une causerie. Exemple, OK? Donc, sinon, les difficultés de compréhension nuisent à sa capacité d'exécuter les consignes de manière autonome. OK? Fait que ce genre d'impact-là qu'on peut mettre, fait que c'est ça, rendre difficile la participation verbale aux routines du groupe, fait que les tours de parole, les discussions en groupe, ça nuit à son inclusion sociale. OK? Fait que ça, c'est les impacts. Fait que oui, les difficultés langagières, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie de cette personne? Donc, ça. Et comme je dis, dans le fond, c'est multiple, varié, puis ça va beaucoup au-delà du langage. Puis je tenais à faire un petit point aussi sur tout ce qui est la santé mentale.
OK, chez les personnes TDL, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va mettre dans nos rapports ou tout ça, mais on peut le voir dans les impacts fonctionnels. Puis moi, j'en parle de plus en plus quand je parle du TDL parce que c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu. Il y a des recherches qui se font actuellement, justement, au Québec en lien avec ça, en lien avec le TDL, la santé mentale, et même chez les petits, les tout petits qui sont vus en pédopsychiatrie. Il y a une psychologue qui fait des recherches là-dessus. J'ai mis son nom juste, Marie-Julie, son nom est juste après dans l'autre diapo, mais en gros, on sait maintenant que les personnes qui vivent avec un TDL sont plus susceptibles de présenter d'autres difficultés comme de l'anxiété, la dépression. Il y a beaucoup de frustrations qui peuvent être liées à l'incapacité d'exprimer des émotions, à s'exprimer carrément. Ça peut mener à l'isolement, à la tristesse, à la colère. Puis en fait, ce qu'on sait, c'est que le langage, c'est un des principaux outils qui est utilisé pour soutenir les enjeux de santé mentale. Donc, quand on ne va pas bien au niveau de notre santé mentale, par exemple, quand on parle d'anxiété, de dépression, on fonctionne souvent avec des mots. On explique qu'est-ce qui ne va pas, on parle de notre ressenti, on met des mots sur nos émotions, etc. Et ça, c'est très difficile à faire pour une personne qui a un TDL. Fait qu'on garde ça en tête. OK, quand on a nos enfants. Puis en fait, on sait aussi dans les études justement c'est ça, c'est Marie-Julie Béliveau, j'ai oublié son nom de famille. Fait que Marie-Julie Béliveau, qu'elle s'appelle, ce qu'elle a montré, c'est qu'elle travaille dans un département de pédopsychiatrie ici dans un hôpital à Montréal, puis que la moitié des enfants qui avaient consulté, c'était des enfants qui consultaient en pédopsychiatrie, pas nécessairement pour les difficultés langagières, mais qu'on a réalisé par la suite en les prenant en charge qu'ils avaient un TDL. Okay? Donc, les difficultés langagières, le fait qu'ils ne puissent pas s'exprimer, tout ça, va créer beaucoup de difficultés au niveau de la santé mentale pour ces jeunes-là, dont l'anxiété, dont des symptômes dépressifs, etc. Puis souvent, moins les atteintes langagières sont sévères, plus on va mettre le focus sur justement les aspects comportementaux. Fait que là, je parle de dépression, d'anxiété, tout ça, mais il y avait aussi tous les enjeux comportementaux d'agressivité, violence, etc. Parce que dans le fond, un enfant qui vit beaucoup de frustration, qui n'a pas les capacités de s'exprimer, qui n'a pas les capacités de résoudre des conflits, bien souvent, ça va faire en sorte qu'il va avoir des difficultés comportementales. Puis si le langage n'est pas si pire, entre guillemets, que les difficultés sont là, mais que c'est pas ce qui prend le plus de place, souvent, on va traiter beaucoup les difficultés comportementales, et alors que derrière ça va se cacher un trouble du langage. Donc voilà, fait que ma petite parenthèse là-dessus parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent, puis pour moi, c'est hyper important. Donc, voilà, fait que deux petites dernières choses que je voulais vous dire. Fait que dans le fond, les impacts, là aussi, on garde en tête qu'ils sont différents en fonction de l'âge. Fait que si, par exemple, on parle d'un enfant, bien, par exemple, un enfant de 5 ans, sa difficulté de compréhension pourrait faire en sorte qu'il ne comprend pas les consignes données dans le groupe pour faire une activité. Mais par exemple, si on passe à un adulte vraiment plus loin, on pourrait dire il va avoir de la difficulté, par exemple, à comprendre une conversation de groupe ou même à suivre un film policier. Moi, j'ai des adultes TDL qui écoutent un film, une série policière, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à faire les inférences, les déductions. Donc, quand on va documenter les impacts fonctionnels, il faut vraiment regarder ça. Et même chose au niveau de l'expression. Fait que, un enfant de 5 ans, ça peut être difficile de faire des phrases complètes, de prononcer ses mots, raconter ses idées, s'organiser. Mais quand on pense, par exemple, à un adulte, un adolescent, mais ça pourrait être la difficulté à expliquer comment il se sent quand il y a quand il y a un conflit. La difficulté à négocier une augmentation de salaire ou ce genre de choses-là. Fait que dans les impacts fonctionnels, on peut aller même jusque-là dans notre description. Fait que, pour finir, je vous mets un petit exemple de diagnostic. En gros, ça, c'est un diagnostic, c'est un rapport que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Fait que ça ressemble à mes conclusions à moi, là, mes diagnostics. En gros, je mets le motif de consultation. Après ça, je vais mettre c'est quoi le diagnostic. Fait que dans ce cas-là, j'ai posé un diagnostic de trouble développemental du langage qui se manifeste en modalité orale et écrite, parce que c'est un jeune qui avait des difficultés, beaucoup de difficultés, puis aussi un trouble spécifique des apprentissages avec un déficit en lecture, en écriture, fait qu'une dyslexie, dysorthographie. Fait que c'est un enfant qui avait les doubles diagnostics. Dans ce cas-là, il était déjà connu pour un TDL, mais avait aussi des difficultés en lecture, en écriture. Il présentait aussi un trouble déficitaire de l'attention. Fait que je le nomme parce que c'est pas moi qui le diagnostique, mais c'est quand même là. Et en fait, vous voyez ici, ça, c'est ma liste d'impacts fonctionnels. Fait que dans le fond, j'ai mis tous les impacts. Comment ce trouble-là se manifeste. Puis ici, vous voyez, les impacts fonctionnels sont sévères. Fait que mon niveau de sévérité est ici sur les impacts fonctionnels parce que c'est quelque chose qui peut changer. Puis ici, j'ai comme tout mis, vous pouvez regarder là, mais j'ai tout mis en fait les impacts fonctionnels concrets dans sa vie en ce moment pour ce jeune-là.
qu'est-ce qui était difficile. On est beaucoup sur le plan scolaire académique ici parce que c'était ça les principaux défis. C'est un jeune qui avait quand même, au niveau social, ça allait quand même vraiment bien malgré ses difficultés langagères. Fait que, en gros, ça pourrait ressembler à ça. Fait que voilà, j'ai comme déboulé ça. J'arrête ça. J'arrêtais mon partage. Ben écoute, Lauriane, merci beaucoup pour cette présentation riche et vraiment voilà, très, très intéressante. Merci pour ton dynamisme. Hein. Franchement, c'était voilà, super chouette. Ouais. Donc, il nous reste... il nous reste une petite quinzaine de minutes, donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant, peut-être que vous mettiez vos questions. Moi, du coup, je rebondis, Lauriane, sur tes dernières diapos, là, où tu disais que ce jeune en question, il avait à la fois donc, un TDL et un trouble du langage, enfin un trouble des apprentissages dyslexiques, dysorthographie. Mais alors, du coup, si j'ai bien compris, parce que tu disais au départ, donc le TDL, il est en modalité orale et écrite. Et alors, du coup, ma question, c'est, où est voilà, la limite entre un TDL qui aurait du coup un impact, un TDL oral avec aussi un impact sur la modalité écrite, et un enfant qui aurait en plus, associé en comorbidité à un trouble d'acquisition du langage écrit. Comment est-ce que du coup on peut, tu vois, faire cette différence-là Yes, excellente question. En fait, deux choses. Comment ça se manifeste puis le type de difficultés sont très différentes. Pour moi, je suis un enfant qui a un TDL versus un trouble des apprentissages en lecture et en écriture. Donc, un enfant qui a un TDL, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir les mêmes difficultés qu'on a à l'oral, qu'on va voir à l'écrit. Par exemple, typiquement, on va voir des jeunes qui ont la difficulté, par exemple, avec la compréhension de texte, compréhension de vocabulaire. Par exemple, il y a plusieurs mots dans le texte qu'ils ne vont pas comprendre et c'est ça qui va faire qu'ils ne vont pas comprendre le sens du texte ou les phrases sont trop longues, trop complexes ou la quantité d'informations à traiter est trop longue. Donc, il y a comme cet aspect-là. Puis au niveau de l'écriture, par exemple, ça peut être des erreurs plus au niveau de la syntaxe. Les structures de phrases qui ne se tiennent pas. Au niveau grammatical, identifier les constituants de la phrase, c'est hyper difficile. Donc, ils ne sont pas capables, par exemple, de faire les accords, tout ce qui est les fameux homophones, savoir lequel est lequel, pourquoi, etc. Donc, tout ça est difficile parce que ça, c'est très langagé, la syntaxe, la grammaire, ça demande une compréhension. Ça ferait partie pour moi du trouble de langage. Mais par exemple, c'est souvent des jeunes qui ne font pas beaucoup d'erreurs quand c'est juste le langage, là, pas beaucoup d'erreurs au niveau de l'orthographe lexicale, une vitesse de lecture qui est comme un peu dans la norme, pas beaucoup d'erreurs en lecture non plus, donc une belle fluidité, une belle précision en lecture, mais des difficultés au niveau de la compréhension. Il y a comme cet aspect-là, alors qu'un jeune qui aurait des difficultés, un trouble spécifique des apprentissages en lecture, en écriture, c'est vraiment le processus de lecture-écriture qui ne fonctionne pas. Fait que là, les difficultés vont être aussi sur les non-mots, des erreurs, des confusions, une lenteur en lecture, difficultés d'orthographe, etc. Fait que pour moi, quand je vois le profil, j'essaie de voir est-ce que c'est juste une chose, est-ce que c'est juste l'autre chose, puis c'est ça. Fait que quand il y a les deux, pour moi, il y a les deux, puis surtout quand je vois aussi des difficultés à l'oral, on s'entend. Okay. Ouais. Merci. rien. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Oui. Il y a Hélène qui demande, qui dit « Bonjour Lauriane, j'ai un patient avec un trouble du langage, avec une condition biomédicale d'épilepsie, donc pas un TDL, ou alors est-ce que l'épilepsie n'est pas une condition biomédicale excluante ?» Donc, c'est sa question. Et cet enfant a un trouble du langage écrit. Alors, elle demande comment on code ça dans la nomenclature. Ça, je ne sais pas si tu pourras nous répondre du coup, parce qu'on n'a pas la même nomenclature, mais peut-être déjà sur la partie, avec l'épilepsie, qu'est-ce qu'il en est de l'épilepsie? Qu'est-ce qu'il en est de l'épilepsie? Je ne pense pas que l'épilepsie, puis là, sous toute réserve, là, mais de mes connaissances, de toutes mes lectures, l'épilepsie ne serait pas une cause biomédicale qui serait un critère d'exclusion. Fait que de ce que moi, j'en comprends, on pourrait avoir un TDL et de l'épilepsie. D'accord. Donc, le TDL, les difficultés langagères ne seraient pas nécessairement, c'est ça, ça ne serait pas un critère d'exclusion. D'accord. Fait que pour ça, oui, parce que, vous voyez, j'avais fait les recherches récemment parce que j'avais une jeune qui avait un syndrome Gilles de la Tourette. Ouais. Fait que ça, c'est pas un critère d'exclusion. Fait qu'on peut avoir un Gilles de la Tourette et un trouble développemental du langage. D'accord.
Ouais. Et aussi un trouble du langage écrit. Alors, Oui. bon, effectivement, tu n'es peut-être pas au fait de notre nomenclature ici en France, qu'on a donc des titres pour Oui. nos actes, etc. Moi, Eline, j'aurais tendance à te dire si, donc du coup, tu pourrais conclure pour ton patient à un TDL associé à de l'épilepsie, du coup, Mhm. ou un TDL et de l'épilepsie. OK. Moi, j'aurais tendance à dire que tu le cotes en AMO 14. A priori, les difficultés de développement du langage, elles étaient là avant le trouble de langage écrit. Donc, voilà, moi, j'aurais tendance à te dire, voilà, on cote en AMO 14. Après, voilà, je pense que cette cotation par rapport à notre nomenclature, elle est aussi, voilà, c'est à chacun d'entre nous, en fonction de notre sensibilité et de nos observations cliniques, de savoir comment on cote. Mais par rapport à tes questions, moi, personnellement, j'aurais tendance à le mettre en AMO 14. Alors, je continue dans les questions. Alors, il y a Sandra qui nous demande comment diagnostiquer un TDL chez un individu immigré parlant très peu le français. Mhm. En fait, ça serait d'être capable d'évaluer dans sa langue maternelle, dans sa langue dominante, on va dire ça comme ça. Pour qu'on puisse diagnostiquer un TDL, il faut que les difficultés soient aussi présentes dans sa langue dominante, j'appelle ça comme ça, sa langue maternelle, mais la langue dominante. Comment on fait ça? Bien, souvent, puis là, ça dépend de comment vous fonctionnez. Je sais qu'ici, on fonctionne beaucoup avec soit, si c'est un enfant, soit avec le parent qui agit comme interprète ou on va chercher des informations de la communication dans sa langue maternelle. Des fois, il y a des biais, je vais dire ça un petit peu, quand c'est le parent. Dépendamment, il y a tout un contexte culturel aussi qui vient avec ça. Donc, les difficultés ne sont pas perçues de la même façon selon plein de choses, mais au niveau culturel, il y a des choses aussi par rapport à ça. Sinon, avoir un interprète, si c'est possible, c'est la meilleure chose à faire. Avoir un interprète qui peut nous soutenir, nous appuyer dans la passation de certaines tâches, qui va traduire certaines tâches, en fait. Ça pourrait être une chose à faire, là. Mais vraiment aller voir dans la langue dominante, là, clairement. Ok. Ouais. J'ai une autre question de Laura qui dit si un enfant présentant un TDL présente aussi des difficultés phonologiques, comment savoir si les difficultés en orthographe lexicale et en lecture, etc., sont dues au TDL ou à un TDL plus TSLE, plus trouble Ouais. du langage écrit? Ouais. Ben, c'est un peu ça. Dans le fond, tu sais, un enfant qui a des difficultés au niveau phonologique, ça dépend, ça va dépendre le type d'erreur, tu sais, parce que dans le sens où les difficultés qu'un enfant va faire, tu sais, s'il y a une difficulté phonologique encore à l'oral, de ce que je comprends. Je ne sais pas si c'est ça, mais bref, je vais Je aller avec pense, ça, puis au pire, on nuancera. Mais mettons, un enfant qui va faire des erreurs en écriture qui sont semblables à ces erreurs, par exemple, qu'il va produire à l'oral parce qu'il y a encore des difficultés au niveau phonologique. À ce moment-là, oui, probablement que ça serait relié au fait qu'il y a des difficultés phonologiques qui fait des erreurs en écriture. Par contre, souvent, ces jeunes-là s'en rendent compte, même le réalisent. Donc, ils vont voir, par exemple, un mot, comment je dirais bien ça? Par exemple, s'il y a des erreurs phonologiques, puis ils voient le mot écrit correctement, ils vont faire Ah, ouais, c'est comme ça le mot. Moi, je vois ce déclic-là, des fois, chez des enfants qui vont lire le mot, ils vont être capables de lire le mot correctement. Parce que quand ils vont le lire, il n'y aura pas de difficulté en lecture à identifier le mot, à leur décodage. Mais quand ils vont l'écrire comme ils le disent. Ou comme leur représentation phonologique elle est. Fait qu'il y a cette nuance-là. Un enfant qui aurait des défis phonologiques, il n'y aurait pas nécessairement au niveau de la lecture, ça pourrait se passer mieux là, selon les erreurs qu'il va faire, mais souvent, ils vont réaliser le type d'erreurs qu'ils vont faire. Puis, ils ne vont pas faire d'erreurs, c'est ça, ils ne vont pas faire nécessairement d'erreurs, je ne sais pas, de confusion, ils ne vont pas faire nécessairement d'erreurs sur les non-mots. Par exemple, on leur présente des non-mots, ce genre de choses-là, ça va fonctionner mieux. Alors qu'un enfant qui a des difficultés spécifiques dans le processus de lecture, ça va être difficile aussi. Fait que c'est vraiment de faire le transfert entre les deux, je dirais. Là. Ok, merci pour ta réponse. Et alors, du coup, moi, j'ai une autre question qui me vient par rapport à ça, parce qu'il y a aussi parfois aussi des questions entre le TDL et tout ce qui va être dyspraxie verbale. Oui, TSP, oui. Du coup, est-ce que ça, parce qu'il me semble que dans le catalyse, c'est un peu différent. Oui, oui. Mais comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de Oui. cette différence-là?
Oui, je peux vous en parler un petit peu. Dans le fond, fait que c'est ça. Fait que la dyspraxie verbale ou le grand chapeau des TSP, là, du trouble des sons de Ouais, la parole. Fait que ouais. trouble des sons de la parole avec tous les sous-types de troubles des sons de la parole, dont la dyspraxie, dont les troubles phonaux qui sont là. En fait, dans Catalyse, comment ils voient ça, c'est que la phonologie est comme un peu entre les deux. Donc, peut faire partie des difficultés phonologiques, peuvent faire partie du trouble de langage, donc la partie langagière et de la partie son de la parole. Donc, c'est comme, il y a un diagramme de veine, puis il va l'avoir dans l'article qu'on va partager, mais dans le fond, il y a un diagramme de veine et ça se trouve entre les deux. Un peu comment on fonctionne, c'est de dire quand, par exemple, un enfant, puis des fois, on peut avoir les doubles conclusions hein, pour les enfants plus jeunes. J'ai parlé plus de langage écrit, mais on peut avoir les doubles conclusions pour avoir un TSP de ce type dyspraxie puis un TDL. Ça existe, ou même un TSP de ce type phonologique, puis un TDL aussi. Le consensus par rapport à ça, c'est de dire quand l'enfant va évoluer, par exemple, au fil du temps, s'il reste juste des difficultés au niveau phonologique seulement, à ce moment-là, on va dire, OK, les difficultés phonologiques, vraiment des petites erreurs de son dans les mots, fragilité au niveau de la conscience phonologique, ce genre de choses-là, ils vont le mettre sous le grand chapeau du TDL, de dire, OK, oui, il y a des difficultés phonologiques, ça reste ça fait partie du TDL, il y a d'autres difficultés aussi, donc on va l'inclure là-dedans. Si, par exemple, un enfant a juste des atteintes phonologiques avec aucune autre difficulté sur aucune autre sphère du langage, on va laisser ça dans la sphère du trouble des sons de la parole. Puis là, c'est des indices praxiques, puis on va aller dans le sous-type dyspraxie verbale. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais ça dépend qu'est-ce qui reste avec le temps. Fait que souvent, les plus petits ont les deux diagnostics. Puis au fil du temps, si quelque chose, si ça reste juste phono, on va laisser juste le diagnostic de TSP, de trouble des sons de la parole. Puis s'il y a aussi des atteintes langagières, à ce moment-là, on va y aller, on va comme l'inclure dans le trouble développemental du langage. Oui, il y a peut-être aussi, en fonction de l'évolution de l'enfant, finalement, si on voit qu'il y a les difficultés phonologiques, de production, etc., qui persistent peut-être plus que les autres sphères, à ce moment-là, on peut se dire qu'effectivement, il y a peut-être à la fois un TDL et un trouble des sons de la parole. En fait, il y a aussi Oui, l'évolution de l'enfant. OK. oui, Ok, exactement. super. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être trois éléments, trois choses qui Oui, permettraient, qui nous permettraient d'aller plus loin suite à cette présentation où voilà, on a plein d'informations, mais on a aussi envie d'aller plus loin. Est-ce que tu oui. pourrais nous donner un peu trois tips pour aller plus loin? Oui, parfait. Ben oui, puis c'est ça. En fait, une des choses que je vous invite vraiment, vraiment à aller voir si ce n'est pas quelque chose que vous connaissez, c'est le fameux CLIF dont je vous ai parlé tantôt et les études qui sont faites à ce niveau-là. Fait que c'est quelque chose qui est quand même très connu ici au Québec. Chantal Brault, qui est un professeur ici à l'Université Laval, qui est aussi très connu au Québec, qui ont développé ça. Fait qu'il y a dans le fond le CLIF le CLIF qui est vraiment le questionnaire que vous pouvez utiliser, mais il y a aussi toute la recherche en lien avec ça, les impacts fonctionnels, etc. Donc, ça, c'est une des choses que je vous recommande fort, fort d'aller consulter, qui est gratuite. Fait que le CLIF. Sinon, deuxième chose, c'est en fait justement, à la suite à Catalyse, c'est encore une fois Chantal Brault, comme je vous dis, qui est très connue ici, mais qui a fait un article sur, en fait, justement, sur le Catalyse, puis ce qui vient après. Fait que dans le fond, c'est vraiment un peu comment intégrer ça dans notre pratique. Il y a justement, comme traduit justement les arbres décisionnels dont je parlais. Il y a le fameux diagramme de veine dont je parlais aussi avec les troubles phono, le trouble de langage. Donc, si vous voulez aller lire là-dessus, c'est vraiment comme comment concrètement, nous, ça nous impacte. Puis c'est écrit pour les professionnels, aussi les neuropsychologues chez nous qui peuvent aller diagnostiquer aussi là, de notre côté. Fait que vraiment, cet article-là, c'est super complet, c'est bien fait, ça fait un beau tour de ça. Fait qu'il y avait ça que vous pouvez peut-être aller voir, qu'on va aussi partager. Un autre document, en fait, il y a un autre article qui est carrément une traduction libre, je veux dire, mais des deux articles de Catalyse. Fait que c'est vraiment comme tous les critères diagnostiques. Puis moi, je trouve ça éclairant parce que justement, c'est dans notre terminologie, c'est en français, c'est peut-être plus facile, dépendamment de votre facilité avec tout ce qui est la littérature scientifique en anglais. Mais c'est vraiment une traduction qui a été faite des deux articles de Catalyse avec toutes les recommandations, tout ça qui est aussi quand même très complet et très intéressant. Moi, je trouvais ça très éclairant comme article. Fait que je pense Ok, qu'on va vous super. les partager. Fait que ça prête ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vous allez les trois références de ce que Lauriane vient de nous citer sont dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller
à aller plus loin et à continuer notre réflexion sur le TDL et toutes ses implications, tous ces impacts fonctionnels dont on nous a parlé. Je pense qu'effectivement, c'est très éclairant et finalement, c'est très pertinent parce qu'en fait, voilà, on sait bien, nous, sur le terrain, en pratique, que bah, ces enfants qui ont des troubles du langage, bah, effectivement, hein, ça a des impacts parfois très forts sur leur vie quotidienne, la vie quotidienne de leur famille, avec les parents et tout. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant. Je te remercie beaucoup pour ton intervention et pour tout ce que tu nous as apporté. N'hésitez pas aussi dans le chat, on vous a mis le lien vers notre prochain webinaire qui sera plus centré sur l'influence du bilinguisme. En fait, sur le développement du langage oral et sur ces troubles. C'est vrai que, bah, j'imagine au Québec aussi, mais nous aussi en France, on est très souvent confrontés voilà, à cette problématique du bilinguisme et tous les questionnements que ça peut apporter ensuite. Et donc, voilà, on poursuivra notre réflexion sur cette thématique. Voilà, mais en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous, une bonne après-midi à toi, Lauriane. Et puis, voilà, à très bientôt pour nos prochains webinaires.